C'est l'heure de notre second débat. Il nous projette dans un peu plus d'un an, 26 juillet 2024, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, l'événement d'une vie, puisque la dernière fois que les Jeux d'été ont été organisés en France, c'était il y a un siècle. Sécurité, transport, infrastructure, où en sont les principaux chantiers? Avant d'en débattre, on fait le point avec Samia Lechir. Merci. Dans un an, ces bâtiments accueilleront plus de 14 000 sportifs du monde entier et leurs accompagnants. À cheval sur 3 communes de Seine-Saint-Denis, le village des athlètes est déjà bien avancé. Jusqu'à 3 000 ouvriers se relaient chaque jour sur ce chantier lancé par Solideo, une structure publique créée pour gérer la construction de toutes les infrastructures durables des Jeux Olympiques. Après les Jeux, ces bâtiments seront transformés en logements et en bureaux. Construit en un temps record, le village des athlètes est un chantier hors norme. Il s'étend sur 52 hectares, ça représente à peu près 70 terrains de foot. Depuis la naissance du projet jusqu'aux Jeux Olympiques, il se sera à peu près déroulé 6 ans. On peut imaginer qu'il aurait fallu 3 fois plus de temps pour construire l'équivalent avec des procédures classiques. Une course contre la montre qu'il faut mener sur une 60aine de chantiers, essentiellement des sites de compétition et d'entraînement, à livrer au printemps 2024. Si les violences urbaines de ces derniers jours ont pu faire craindre des retards, Solideo assure que tous les chantiers seront livrés à temps pour l'été prochain. À ce jour, seule la piscine du fort d'Aubervilliers a subi quelques avaries. C'est lié à l'incendie du dépôt de bus qui a endommagé très légèrement la façade. Ça n'a pas touché la structure ni les espaces intérieurs et donc ça n'aura pas d'impact en termes de délai. Tous les ouvrages seront remis en temps et en heure à Paris 2024 pour les Jeux. La sécurité des Jeux, en revanche, s'annonce plus compliquée. Il va falloir recruter 25 000 agents de sécurité privée dans un secteur en tension où il manque déjà 20 000 agents en rythme de croisière. Nous sommes à moins 20 000 et pendant la période des Jeux, il faudra passer à plus 25 000. Donc il y a une équation qui est extrêmement compliquée, c'est une montée en puissance extrêmement forte, le tout en un an. Le challenge est vraiment à relever. Pour attirer de nouvelles recrues, le secteur a créé, en accord avec le gouvernement, une formation accélérée au métier de la sécurité privée. Au lieu de 5 semaines de formation pour un agent de sécurité classique qui pourrait effectuer toutes les prestations, n'est que de 3 semaines au lieu de 5 semaines, mais qui permet de faire que de la sécurité événementielle, mais néanmoins qui est largement suffisant pour la sécurité des Jeux Olympiques. Prévue sur les bords de Seine, la cérémonie d'ouverture des Jeux sera l'événement le plus difficile à sécuriser. La jauge, actuellement fixée à 600 000 personnes, pourrait être revue à la baisse. Et on va en parler tout de suite avec mes invités. Je vous présente Kevin Vessière, bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Vous êtes analyste en géopolitique du sport, fondateur du site Football Club Géopolitique et auteur de ce livre mondial 22 histoires insolites de la Coupe du Monde de foot. C'était publié aux éditions Max Milo. Florence Berthoud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes maire Horizon du 5e arrondissement de Paris. Mathieu Zagrodzki, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous aussi, chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales et spécialiste des questions de sécurité. Mathieu Croissando, évidemment, est resté à mes côtés. On a terminé ce sujet de Samia Lechir par des images de la Seine. Effectivement, cette cérémonie d'ouverture, quelques chiffres, 116 bateaux, 10 000 sportifs, 600 000 spectateurs, on y reviendra sur ce chiffre, sur 6 km de fleuve. Et pour le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques, Tony Estanguet, il faudra marquer les esprits dès le premier jour. Il nous le dit en anglais. Tony Estanguet. La cérémonie d'ouverture est en quelque sorte la signature de l'édition des Jeux et nous voulions vraiment que les Jeux de Paris 2024 montrent ce qu'ils ont à offrir. En 3 heures, le monde entier doit comprendre ce que sera Paris 2024. Nous voulons des jeux spectaculaires, populaires, plus durables. Et le concept de cette cérémonie sur la scène nous permet d'avoir tous les éléments présents. Ce sera très spectaculaire. Ça promet effectivement. Kevin Vessière, on va déjà rappeler une évidence. Une cérémonie d'ouverture de Jeux Olympiques sur un fleuve, ça n'est jamais arrivé. Oui, c'est sûr, c'est inédit. D'habitude, c'est effectivement plus dans des stades qui illustrent effectivement ces cérémonies d'ouverture qui sont à chaque fois très iconiques, qui mettent en avant un petit peu le tempo de l'événement et qui ont à cœur en tout cas de montrer que le pays en tout cas est à la hauteur de cet événement mondial qui va être vu par des milliards de téléspectateurs. Et donc tout l'enjeu effectivement, c'est de savoir comment est-ce que cette cérémonie va pouvoir s'organiser effectivement dans un lieu qui n'est pas un stade, comment dire, une infrastructure fermée. Est-ce que ça a déjà eu lieu
en dehors d'un stade même? À ma connaissance, je crois pas. À ma connaissance, non. Défilant dans les rues de la ville. Il y a eu effectivement d'autres initiatives qui étaient présentes, d'autres nouveautés présentes dans les stades, mais jamais, sinon ça n'avait été sorti du cadre du stade olympique, on va dire. Ouais. Florence Berthoud, quand vous avez entendu cette idée, vous avez dit quoi? C'est de la folie? Mais ou alors, génial, l'audace française. On comprend ce que dit le président Estanguet, puis ils vont bien le produit, hein, on a envie d'y croire. Mais je veux dire, quand on est un élu responsable, oui, on se pose des questions, toutes tendances politiques confondues d'ailleurs, parce que la scène, c'est magique, mais enfin, c'est objectivement extrêmement compliqué à sécuriser. Donc, le risque, c'est que pour accueillir, peut-être, vous avez dit 600 000 spectateurs, je pense qu'honnêtement, il va falloir revoir un petit peu la voilure. Quand on échange avec des représentants de la préfecture de police, notamment, on voit bien qu'il y a une forme quand même un peu d'anxiété. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que le prix à payer, ça soit que les riverains, vous voyez, soit un peu mis de côté. Parce que déjà, on a fait savoir, par exemple, aux habitants des péniches qu'ils n'auraient pas le droit d'avoir des invités sur leur péniche. Donc, on voit bien que la sécurité et la carte postale, parce que ça sera, et on le souhaite tous, que ce soit une carte postale, eh bien, génère évidemment des contraintes qui sont absolument pharaoniques. Ouais, c'est effectivement gigantesque. Mathieu Zadrowski, sur le nombre de personnes, effectivement, quand on dit 600 000, c'est 100 000 dans la partie basse, avec des places payantes, j'ai bien compris, et 500 000 dans la partie haute, avec des places gratuites. Est-ce que vous êtes d'accord avec Florence Berthoud pour dire c'est pas tenable, il faudra moins de monde? Alors déjà, qu'il y ait 600 ou 300 000 personnes, je pense que pour les riverains, ce sera l'enfer. Quoi qu'il en soit, ça va générer des contraintes en termes de circulation, de liberté de circulation absolument gigantesques. C'est beaucoup de monde. 600 000, c'est vraiment énorme. Ça suscite des inquiétudes à la préfecture de police. Je confirme ce que dit Madame Berthoud, parce qu'il y a un enjeu déjà de gestion des flux, mais il y a aussi un enjeu d'acheminement des secours en cas d'incident. Si vous avez autant de monde sur les quais pour faire venir une ambulance, pour faire venir un équipage de police pour intervenir parce que quelqu'un fait un malaise, parce qu'il y a une échauffourée, c'est très compliqué. Donc, il faut renforcer les moyens fluviaux, notamment la brigade fluviale de la préfecture de police, qui, à ma connaissance, aujourd'hui, n'est pas outillée pour gérer quelque chose de cette ampleur. Ouais. Alors ça, vous parlez d'un point crucial, qui est la question des effectifs. C'est-à-dire qu'on voyait dans le sujet d'ouverture qu'on est face à un défi quasiment impossible à tenir. Alors là, ça concerne aussi la sécurité privée. C'est-à-dire qu'il faut recruter 25 000 personnes et il en manque 20 000. Vous nous confirmez ces chiffres? Oui, je vous confirme, parce que ce sont les chiffres qui circulent. Et en fait, cette problématique de recrutement en vue des JO est en réalité une problématique qui existe depuis 2-3 ans, depuis le Covid en fait, dans le sport professionnel en général et notamment dans les compétitions de football qui sont celles qui attirent le plus de monde. C'est vrai que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont beaucoup de mal à recruter des stadiers, parce qu'il y a une pénurie dans le métier. C'est très simple, quand il y a eu le Covid, la fermeture des stades, il ne faut pas oublier que saison 2020-2021, elle s'est jouée intégralement soit à huis clos, soit à jauge très limitée, à 5000 personnes. Donc il y a beaucoup de gens dans la profession qui se sont reconvertis, qui ont quitté la profession de la sécurité privée, qui sont allés faire autre chose, ou font toujours de la sécurité privée, mais dans d'autres domaines que le sport. Et jusqu'ici, on n'est pas parvenu à rattraper ce retard, à rattraper en fait ce trou qui s'est créé. Donc en une année, ça va être compliqué. Je le disais en lancement, c'est l'événement d'une vie, les Jeux Olympiques pour la première fois en France depuis un siècle. Mais Kevin Vessière, est-ce que c'est aussi, on va élargir un petit peu, on reviendra à la sécurité un peu plus tard, est-ce que c'est aussi de plus en plus difficile pour le Comité international olympique de trouver des villes candidates ? En tout cas, comme on a pu témoigner pour 2024 et pour 2028, c'est de plus en plus compliqué puisque Paris 2024 avait obtenu cette candidature finalement, puisqu'il y avait 2 candidatures pour 2024, Los Angeles et Paris, et le CIO avait fait le choix que ce soit Paris pour 2024 et Los Angeles pour 2028. Et le CIO avait mis en avant la qualité des candidatures pour le fait qu'il n'ait pas pu finalement faire un choix. Mais c'est surtout que les autres candidatures qui étaient Hambourg, Rome notamment, s'étaient retirées puisqu'il y avait un coût trop important pour finalement le contribuable derrière. Donc il y a de moins en moins de villes qui sont en tout cas candidates pour les Jeux Olympiques et encore plus aussi pour des Jeux Olympiques d'hiver où il y a des infrastructures importantes, mais aussi pour les Jeux Olympiques effectivement où on voit qu'effectivement c'est Paris effectivement qui a eu cette obtention pour 2024. On est à quel budget là? Parce qu'on était parti à 6,6 milliards, on est quasiment à 10, c'est ça? On était à 8 fin 2022, la Cour des comptes nous a dit 8 milliards, et on voit bien qu'on est gentiment en train d'aller vers les 10 milliards, et encore,
en n'intégrant pas, par exemple, et ça peut se comprendre, mais la prolongation de la ligne 14, qui coûte 3 milliards d'euros, qui aurait été prévue, mais dont on a alors ça, on peut considérer que c'est l'héritage des Jeux. Il n'y a pas que la dépollution, public, oui, bien sûr, mais... Oui, sur les 10 milliards, il y a 3 milliards de fonds publics à peu près. Bien sûr, mais vous avez la dépollution de la Seine, qui est quelque chose de formidable. 35 ans après l'avoir annoncé, on le fait. Moi, je ne peux que dire bravo. C'était Jacques Chirac en 88. Mais c'est 1,4 milliard. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des investissements, vous l'avez évoqué au début de votre reportage, qui vont être pérennes. Il y a d'autres choses qui seront évidemment moins pérennes, et ceci explique cela. C'est vrai que les Jeux Olympiques, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait eu beaucoup de débats au Conseil de Paris, au moment de prendre la décision même de se porter candidate, qui avait fait l'objet de vote. Une partie de la gauche, d'ailleurs, y était opposée, les écologistes, pour des raisons, d'ailleurs, de coût écologique, parce que ça a forcément un coût écologique, même si les efforts sont considérables. On en parlera aussi. Voilà. Et ça coûte de l'argent. Mais ça veut dire quoi? Ça coûte aussi de l'argent au budget de la ville de Paris? Évidemment que ça coûte de l'argent au budget de la ville de Paris. Ça coûte indirectement. Combien sur les 10 milliards? Je ne sais pas, on verra. La Cour des comptes nous fera les comptes, c'est le cas de le dire à la fin. Mais ça coûte directement et indirectement. Et puis, évidemment, à chaque fois, on regarde la note. Regardez les JO de Londres, regardez les JO de Rio. La note a été multipliée par 3, pas par 2, par 3. On attend des recettes aussi avec ces Jeux. Est-ce qu'il y a dans l'histoire des Jeux qui ont déjà été rentables? C'est vrai que c'était le discours... Atlanta, non? Atlanta, mais après c'était plus compliqué parce qu'Atlanta c'était des jeux qui étaient financés par Coca-Cola finalement. Là c'est vrai que le discours pour ces JO là c'était de dire que les jeux financent les jeux, mais c'est vrai que dans l'histoire des jeux il y a toujours eu des jeux qui étaient finalement déficitaires et où l'enveloppe était finalement plus globale. L'exemple avec lequel on peut comparer ceux de Paris, c'est effectivement les jeux de 2012 de Londres, puisqu'ils avaient déjà des infrastructures présentes, et pour Paris effectivement on voit que là on est à 8,8 milliards, on va très certainement être autour de 10 milliards, et encore dans le budget de 8 milliards je crois que les coûts par rapport au niveau de la sécurité ne sont pas pris en compte. Donc, effectivement, on va avoir forcément un budget qui va dépasser la note. Mais voilà, pour organiser des Jeux Olympiques qui sont bien plus que du sport, aujourd'hui, des Jeux Olympiques modernes, c'est bien plus que 10 milliards d'euros, en tout cas, pour les organiser. D'accord. La partie sécurité dans un budget comme celui-là, c'est-à-dire il y a eu beaucoup d'argent investi depuis quelques années pour on va dire, j'allais employer un anglicisme, upgrader, pour améliorer notre niveau de sécurité? Oui, alors il y a deux choses différentes à prendre en compte. C'est la dépense pour la sécurité en tant que telle, par exemple justement le recrutement d'agents de sécurité privés, et puis il y a les recrutements de policiers ou de gendarmes, où là aussi on peut estimer, c'est comme la ligne 14, c'est quelque chose qui va perdurer. On a recruté des fonctionnaires de police et des militaires de gendarmerie, donc ce sont des gens qui vont rester en poste. Sur ce dernier volet, on est sur une augmentation sur les 10 dernières années en termes d'effectifs de policiers et de gendarmes de l'ordre de 10-12 000 policiers, et le budget de la sécurité intérieure sur les 5 dernières années est passé de 17 à 21 milliards d'euros. Donc alors après, tout ça pas spécifiquement pour les JO. Le risque toujours pour une compétition comme celle-ci, c'est le dérapage. C'est le fait qu'au dernier moment, on s'aperçoive que telle chose n'a pas été prévue, qu'on manque d'effectifs et qu'il faut en fait remettre de l'argent au panier. Mais quand on parle, alors là on parle effectivement de ce que vont nous coûter à la France ces Jeux Olympiques, mais en termes de rayonnement international, est-ce que le jeu en vaut la chandelle d'après vous? Alors, juste un petit complément sur la sécurité. Allez-y. On dit aujourd'hui qu'il y aurait 500 millions d'euros, enfin ça c'est ce que disent un peu les experts, 500 millions d'euros qu'on n'a pas intégrés dans le budget prévisionnel. Bon, 500 millions d'euros pour ces fameux agents de sécurité, dont je vois d'ailleurs le chiffre qui grimpe, parce que vous avez annoncé 25 000, mais souvenez-vous, il y a quelques mois encore, on disait 22 000. Et puis on disait les gendarmes et les policiers, bon bref. Mais évidemment, le rayonnement international. Mais est-ce que Paris en a vraiment besoin? Le rayonnement, le rayonnement est considérable, mais c'est pas Paris, c'est pas que Paris. Là, c'est la France. Bon. Donc, c'est en fait après les JO qu'on verra si le jeu en valait la chandelle. Alors justement, si on compare, par exemple, reprenons le comparatif avec Londres. Est-ce que la ville de Londres a bénéficié d'une sorte
d'effets JO dans les années qui ont suivi 2012 en termes de notoriété, de création d'emplois, d'attractivité touristique, etc., etc. Oui, il y a eu des retombées économiques importantes pour la ville de Londres, mais pas seulement, pour finalement tout le territoire du Royaume-Uni. Et à chaque fois, effectivement, là aussi, pour les JO, il y avait différents scénarios qui étaient mis en place avec des scénarios avec une vision, on va dire, très optimiste, et puis d'autres avec des retombées moindres. Mais en tout cas, oui, ce qui est sûr, c'est que la France, la ville de Paris et la France seront mises en lumière durant cet événement-là. Ce sera vu par plus de 3 milliards de téléspectateurs. Donc non, cet événement-là, on pourra voir effectivement ce qui adviendra après la compétition, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera une chance pour la France de pouvoir se montrer sous son meilleur visage lors de cet événement. Effectivement, 3 milliards de téléspectateurs, ça donne l'ampleur du défi collectif, défi que rappelait Emmanuel Macron. C'était à 500 jours de la cérémonie d'ouverture devant quelques 500 fonctionnaires impliqués dans l'organisation. On écoute. Au fond, quels sont nos défis ? Être à l'heure et dans l'excellence en termes de réalisation. Organisation, sécurité, billetterie, logistique, transport, déroulé artistique et sportif, etc., etc. Ensuite, être au rendez-vous de la durabilité. Faire des jeux exemplaires, et donc c'est en effet là aussi tout le sujet de la logistique, des transports, des mobilités, comme on dit aujourd'hui, et de la réduction des émissions partout où on peut le faire. Mathieu, est-ce que le chef de l'État joue gros avec ces Jeux Olympiques ? Oui, parce que la date de Paris 2024 a été cochée de longue date, si j'ose dire, dans l'agenda présidentiel, pour tous les enjeux qu'elle représente évidemment, mais aussi parce qu'elle intervient d'une certaine façon à mi-mandat et qu'elle incarnera d'un point de vue politique une forme de bascule du quinquennat, ou en tout cas de nouvelle étape. Les enjeux, on les connaît, on vient d'en parler, ils sont majeurs pour Emmanuel Macron, dont on connaît l'ambition de laisser une trace dans l'histoire. Le chef de l'État s'est fixé comme mission de recevoir la planète, c'était son expression, dans les meilleures conditions possibles. Il en va de l'image du pays sur la scène internationale, c'est pour le côté vitrine. Et depuis quelques mois, il faut bien l'admettre, ce rayonnement de la France a pris un coup avec le long conflit sur les retraites, ou encore les récentes émeutes dans les banlieues, dont les images ont tourné sur les chaînes étrangères. C'est des événements qui ont conduit quand même à annuler, je parle de rayonnement international, la visite de roi Charles, vous en souvenez, pendant le conflit des retraites, ou à reporter la visite d'État d'Emmanuel Macron en Allemagne, cette fois-ci à cause des émeutes en banlieue. Et pire, parce qu'au-delà de notre traditionnelle réputation de manifestants révolutionnaires, le béret et la baguette, ce sont les symboles de la République qui ont été écornés, avec la mise en avant de problématiques sur des violences policières, voire d'un problème de racisme systémique qui régnerait au sein des forces de l'ordre. 2 sujets qui ont été épinglés au début du mois par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU, par exemple. Ouais, Emmanuel Macron qui veut profiter de ces Jeux Olympiques pour redorer son blason en quelque sorte. Oui, mais alors certains opposants l'ont bien compris comme cela, et fin avril, le journal Libération, par exemple, révélait que plusieurs jeunes opposés à la réforme des retraites, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, comptaient bien se faire recruter parmi les 45 000 bénévoles, avec un objectif de ces faux volontaires, en fait, pourrir les Jeux, soit en annulant leur venue au dernier moment, donc en faisant faux bond alors qu'on compte sur eux, soit en perturbant carrément l'événement. C'est dire quand même si ce problème d'image est quand même important. Alors il y a les transports, l'envergement, la sécurité, on en a parlé, on a entendu le président de la République le dire. Le président de la République, vous le disiez, qui s'est permis de mettre un coup de pression à 500 jours du début des Jeux. La seule chose qu'il a reconnue d'ailleurs dans son discours que j'ai réécouté, on ne serait pas parfait sur tout, sur les Jeux. Il a notamment pointé le problème de l'inclusion, avec notamment les mobilités de personnes qui souffrent d'un handicap. Est-ce que sur la scène politique nationale, Emmanuel Macron joue finalement assez gros aussi ? Oui, dans un autre registre. Là, c'est plutôt le côté estime de soi, fierté nationale. Et puis, je parlais de cette année 2024 qui sera marquée par 2 choses, les élections européennes, puis par les Jeux. Et cette année 2024, elle devait ouvrir mécaniquement une seconde partie du quinquennat. Idéalement, c'était le moment où le président aurait pu changer de Premier ministre, par exemple, pour préparer la fin de son mandat et travailler sa sortie. Mais aujourd'hui, beaucoup estiment qu'après les Jeux commencera surtout la guerre de succession et qu'on aura un président en fin de mandat dans l'incapacité de se représenter, qui aura moins de poids pour imposer ses vues ou ses réformes.
force est de constater qu'on n'en est pas encore tout à fait là. On n'en est pas encore tout à fait là. Effectivement, je retiens cette référence que vous faisiez au journal Libération. Plusieurs jeunes opposés à la réforme des retraites qui comptent se faire recruter parmi les 45 000 bénévoles. Votre avis là-dessus, Mathieu Zagrodzki, des taupes anti-JO, j'imagine que les organisateurs doivent avoir ça en tête, pas seulement pour, on va dire, un climat un peu politique anti-gouvernement. Comment c'est vérifié ça? Comment l'identité des bénévoles, comment tout ça est contrôlé, vérifié? Alors, sur le process de recrutement des bénévoles, j'avoue que je ne connais pas les détails, mais sur ce type d'affaires, enfin sur ce type de phénomène, on peut imaginer que les services de renseignement et quelques capteurs et quelques informations pour éventuellement anticiper ce type de problème. Mais après, c'est sûr que c'est difficile sur des volontaires qui ont des missions qui sont absolument fondamentales, mais relativement discrètes parfois, d'identifier telle ou telle personne qui aurait l'intention de nuire au jeu. C'est individualisé. Enfin, je veux dire, c'est pas un groupe sauf à ce que vous ayez une organisation qui va être à un endroit précis. Les volontaires. Ce que disait l'article de Libération, c'est qu'il y avait plusieurs motivations. Il y avait des écolos qui se veulent protester contre ce qu'ils considèrent comme un désastre écologique, qui était quand même un peu plus organisé. Bon, il y avait des opposants à la réforme des retraites. Il y avait quand même, c'était pas une structure. C'est sûr que sinon, on serait au courant. Tous les soulèvements de la terre vont peut-être pas devenir volontaires, bénévoles pour les jeux. Mais ça veut dire qu'il y a aussi un autre sujet, enfin, qui est un peu parallèle. C'est celui aussi de la cybersécurité, dont on parle pas beaucoup, mais qui est un sujet énorme. Énorme, et je pense qu'il va falloir dépenser plus de moyens, sans doute, sur ces questions de cybersécurité, qui est aussi des risques potentiels, que ce soit sur les achats de billets, sur les entrées, etc. Donc c'est un vrai... Ça, le ministre de l'Intérieur en a parlé lors d'une conférence de presse récente. Ils prennent ça très au sérieux. Voilà, que le risque de cyberattaque sur des infrastructures des JO était bien réel et constituait en fait un danger majeur. Alors, ces questions de sécurité, elles sont aussi au cœur d'un texte qui a été voté au printemps. Jonathan Dupriez, vous pouvez nous rejoindre sur ce plateau pour nous détailler ce qu'on trouve dans cette loi votée pour encadrer finalement l'organisation de ces Jeux Olympiques. Alors c'était un texte un petit peu fourre-tout, mais dans les dispositions phares de ce projet de loi olympique, il y avait notamment l'instauration de scanners corporels à l'entrée des stades, des mesures pour renforcer la lutte contre le dopage. Il y avait aussi la création d'un délit pour les intrusions dans les enceintes sportives, mais aussi sur les terrains sportifs eux-mêmes. Et ce qu'on avait surtout retenu, et ce dont on avait beaucoup parlé, c'était l'article 7 de ce projet de loi qui a ouvert la voie à la vidéosurveillance algorithmique à titre expérimental. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement des algorithmes, Thomas, qui pourront se nourrir des images de caméras ou pourquoi pas de drones pour repérer plus rapidement ce que la place Beauvau nomme pudiquement des événements potentiellement dangereux. Alors ça pourrait être un mouvement de foule ou pourquoi pas l'abandon d'un bagage. Et une fois repéré, l'idée c'est de pouvoir le signaler très vite aux équipes de sécurité qui scrutent ces rassemblements derrière leurs écrans. Mais en aucun cas il ne s'agit de rechercher des personnes ciblées, comme le rappelait Gérald Darmanin au Sénat. Écoutez. Elle pourra regarder quel est l'événement que nous souhaitons retrouver, ou la situation que nous souhaitons retrouver, ou le comportement que nous souhaitons retrouver. Un rassemblement extrêmement intempestif, une casse d'abribus, un sac posé par terre. Il ne visera pas à rechercher Monsieur Dossus, Monsieur Darmanin ou Monsieur Durin. Voilà les arguments du ministre de l'Intérieur qui n'ont pas convaincu toute une partie des oppositions, notamment la gauche et les écologistes. Oui, tout à fait, Thomas. Leur crainte, c'est que ce dispositif porte des atteintes graves aux libertés fondamentales. On comprend qu'en fait, la crainte, c'est d'ouvrir la porte à une généralisation de la surveillance de la population, ainsi qu'à la reconnaissance faciale. L'opposition de gauche, elle avait aussi relevé les risques liés à la définition qui sera donnée au comportement anormal. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est un décret qui est censé préciser cette notion. Et c'est ces fameux comportements anormaux que ces algorithmes seront censés détecter. Et donc, ils ont peur, l'opposition, qu'il y ait des dérives discriminatoires, voire racistes. Alors, Gérald Darmanin, il s'est employé à rassurer tant que possible, en présentant cette vidéosurveillance algorithmique comme un simple outil d'aide à la décision, là je le cite, qui sera encadré par la CNIL, mais beaucoup en doutent. Ici, au Palais du Luxembourg, à commencer par l'écologiste Thomas Dossus, lui, il parle carrément d'un basculement vers une société de surveillance. On l'écoute. Avec la vidéosurveillance augmentée, on passe dans un autre monde. On passe dans un monde où les algorithmes, les sociétés privées vont codifier notre espace public, vont essayer de déterminer par des algorithmes ce qui est un comportement normal ou anormal, etc. Et sur lequel on a beaucoup moins de contrôle, beaucoup moins de liberté. C'est ce qui en découle.
forcément de ce texte. Donc nous, ce qu'on reproche à cet article sur la vidéosurveillance augmentée dans le texte sur les JO, c'est que déjà il n'avait rien à voir avec les JO, qu'il avait tout à voir avec un basculement dans une société de surveillance, et c'est ça que nous on regrette. Voilà Thomas, et ces inquiétudes, elles ont poussé des députés LFI et écologistes à déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel qui a été rejeté à la mi-mai. Les sages ont validé l'ensemble des dispositions les plus polémiques de ce projet de loi olympique que le gouvernement juge essentiel à la bonne tenue des Jeux. Et depuis, le texte a été promulgué, c'était le 19 mai dernier. Merci beaucoup Jonathan Dupriez. Mathieu Zagrodzki, est-ce qu'on en a besoin de ces algorithmes ? Pourquoi il faut mettre en place ces systèmes, on va dire, dérivés de la vidéosurveillance ? L'argument est de dire que y a une telle masse de gens qui va circuler sur la voie publique autour des infrastructures, dans les stades, qu'un agent ou des agents de vidéoprotection, parce qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne, c'est quand vous avez des caméras, vous avez un opérateur qui est dans un local, il y a un mur de caméras, il y a différents angles. Son attention ne lui permet pas... Il ne peut pas être sur tous les écrans à la fois. Les écrans. Et que donc, il faut mettre en place des dispositifs d'alerte qui vont attirer son attention sur un fait ou des faits qui peuvent nécessiter l'intervention de services de sécurité sur le terrain. Bon, il y a l'argument, pour rebondir sur ce qui a été dit dans la chronique, par rapport à l'argument sur la société de surveillance, En fait, les études un peu concrètes qui ont été menées sur la vidéoprotection, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de trous dans la raquette. Alors, ce qui ne justifie pas forcément le fait de mettre en place cette société de surveillance. Simplement, on en est encore assez loin. Et pour moi, la véritable question, et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le dire, y compris sur ce plateau, me semble-t-il, donc désolé si je me répète, c'est aussi la question de l'évaluation et du coût. C'est que c'est quelque chose qui avait coûté beaucoup, beaucoup d'argent sans qu'on connaisse véritablement l'efficacité. Voire en ayant des doutes sur l'efficacité, parce qu'il y a eu des expérimentations, par exemple, lors d'une finale de Ligue des Champions, je crois que c'est à Cardiff en 2018, si je dis pas de bêtises, avec un taux de faux positif, en gros, déclenchement d'alerte, en déclenchement de fausses alertes. D'accord. Dont la proportion m'échappe, mais voilà, au bout d'un moment. Donc l'effet est pire. Mais alors, double question. Allez-y. Non, parce que quand une alarme se déclenche de façon intempestive et répétitive, on finit par plus écouter. Alors ça fait une double question. D'abord, ce que vous nous décrivez, c'était 2018. Et ça a peut-être progressé depuis. Bien sûr. Voilà, ça c'est le premier élément. Et deuxième élément, vous dites ça coûte cher. Est-ce que c'est de l'argent qu'on aurait mieux fait de mettre ailleurs ? Et si oui, où ? Alors c'est toujours la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas investir plus justement dans les moyens humains sur des gens qui sont sur le terrain ? Parce que, encore une fois, sauf qu'on a du mal à recruter. Sauf qu'on peut plus alors. Analysons le processus. Vous avez un déclenchement d'alerte. Voilà, l'attention de l'agent de vidéoprotection est attirée sur un bagage abandonné. Il faut envoyer des gens sur le terrain pour intervenir. Est-ce qu'on en aura assez ? Il y a 45 000 personnes qui sont prévues. Je parle des services de sécurité intérieure. Je mets de côté la sécurité privée, policiers, gendarmes. Donc c'est à peu près un quart des effectifs complets de police et de gendarmerie en France. C'est absolument gigantesque. On va aller en chercher dans des brigades ou des commissariats à travers le pays, qu'on va un petit peu déshabiller. Est-ce qu'il aura pas mieux fallu recruter plus massivement ? Et en termes de gestion de foule et de maintien de l'ordre, est-ce qu'on a tiré toutes les leçons du fiasco de la finale de la Ligue des Champions l'an dernier ? Vous pouvez commencer ensuite, Kevin Bessières. Je crains que pas totalement, malheureusement. Pour moi, l'un des principaux problèmes du Stade de France, donc finale de Ligue des Champions 2022, c'est la mauvaise gestion des flux, vous l'avez dit, et en fait la mauvaise orientation du public. Pour avoir assisté à la finale de la Coupe de France, la dernière, Nantes-Toulouse, il y a 2 mois, j'ai vu exactement le même problème à la sortie du métro, c'est-à-dire des gens qui s'agglutinent sur un point de contrôle, alors qu'il y a un autre point de contrôle. Alors moi, je connais bien les lieux, donc je suis allé sur un autre point de contrôle qui était 400-500 mètres plus loin, où il y avait rigoureusement personne. Et aucun agent en fait sur le terrain pour dire aux gens il faut contourner, vous avez une entrée qui est moins congestionnée de l'autre côté. Votre avis là-dessus, Kevin Bessières ? Les leçons ont-elles été tirées ou pas ? Après, sur le volet sécuritaire, je ne pourrais pas m'exprimer dessus, mais ce qui peut être intéressant à noter, c'est qu'on va avoir un autre grand événement avant les Jeux Olympiques qui vont être la Coupe du Monde de rugby, même si ça commence en septembre. Effectivement, en septembre, en 2023. Et finalement, ça va être intéressant de voir comment est-ce que les flux de supporters vont aussi être gérés, même si on sera sur des publics de supporters différents
différent, mais ce sera déjà une première répétition pour l'événement qui va être les Jeux Olympiques de Paris 2024. Votre avis sur ce, effectivement, fiasco, il n'y a pas d'autre mot de la finale de la Ligue des Champions, donc c'est Liverpool contre le Real, je ne sais plus si vous l'avez dit. Alors il y avait une grève ce jour-là, donc est-ce que c'est en partie lié à des raisons conjoncturelles ou est-ce que c'est vraiment un fiasco? Non, mais la gestion des flux sur toutes les énormes manifestations, on sait que c'est quelque chose de tout à fait essentiel, mais la gestion des flux, elle ne commence pas quand on arrive, elle commence dès les transports collectifs, où il faut qu'il y ait des annonces qui soient faites. Et puis, mais des grandes compétitions, pardon, on en a organisé plein dans ce pays. On a organisé l'Euro de football il n'y a pas si longtemps, des flux de supporters importants et des supporters de foot parfois turbulents, voire violents pour certains. On sait faire quand même. Il faut quand même dire. C'est pas parce qu'on s'est planté une fois qu'on ne sait plus jamais faire. C'est pas parce qu'on ne sait plus jamais faire, mais il faut dire que quand même on organise des manifestations qui sont de plus en plus importante. Enfin, les Jeux Olympiques et Paralympiques, pardon. Ça, je suis d'accord, c'est sans commune mesure. Ça va même pas être, la Ligue des Champions, qui était déjà un gros événement. Donc ça, j'espère que Tony Estanguet a fait une cellule de coordination entre les transports en commun, les opérateurs de sécurité privés et les lieux où on va accueillir les manifestations sportives. Alors justement, sur cette question des transports, je vous propose d'écouter tout de suite le ministre en charge des transports, Clément Beaune, qui annonce jusqu'à au maximum 800 000 personnes par jour. Pour donner un ordre de grandeur de l'enjeu qui est le nôtre, on va avoir à peu près 6 à 800 000 personnes par jour de compétition. Donc c'est comme si on était en permanence en période de pointe, alors que d'habitude on est en période creuse. C'est à ça qu'il faut préparer notre réseau de transport public. Donc c'est un enjeu majeur. On n'a jamais fait une opération de cette nature, à Paris évidemment et en Ile-de-France, mais aussi pour des Jeux Olympiques, puisqu'on veut des Jeux 100% transport public et 100% durable. Florence Berthoud, on sort d'un conflit social lourd de 6 mois sur la réforme des retraites. Est-ce que ce climat social va peser, enfin la perspective des Jeux Olympiques plutôt, va peser sur le climat social français pendant les 12 mois qui viennent? Nous n'avons pas la guigne, mais c'est vrai que... Non, mais on serait à l'intersyndicale, on se dirait il y a des arguments à faire valoir. Il y a des interrogations et comme chacun sait, il va y avoir la question de la mise en concurrence, n'est-ce pas, de la RATP. Et on sait très bien que les syndicats sont un peu, si j'ose dire, en train de brandir cette menace, parce que évidemment, le rendez-vous est incroyable, quoi, pour faire valoir leurs revendications. Donc, le climat social va être aussi un élément qui va être très très important. On se souvient qu'en 98, avant la Coupe du Monde, le secteur aérien avait fait monter les enchères. Et le secteur aérien va faire monter les enchères. Là, c'est pas d'ailleurs à exclure, mais le gros sujet, c'est évidemment celui des transports publics. Kevin Vessière, là aussi, si on regarde un peu dans le rétroviseur, alors Mathieu disait, on a une tradition de manifestants que n'ont pas forcément les autres pays qui ont organisé des Jeux Olympiques récemment. Ne parlons pas de la Chine, mais même pour parler de la Grande-Bretagne. Est-ce que c'est un moment de revendication? Est-ce que c'est un moment d'avancée sociale, pour employer les termes chers à l'intersyndicale? D'avancée sociale, je pense pas forcément, mais effectivement de revendication sociale, puisque c'est l'événement qui va mettre en lumière différentes problématiques. Je pense qu'effectivement c'est parce qu'il y a un effet loupe. C'est l'effet loupe dont vous nous parliez. On se rappelle aussi que pour un autre type d'événement, notamment pour la Coupe du Monde 2018 qui avait eu lieu, en tout cas en Russie, il y avait aussi des manifestations en amont par rapport à cela pour effectivement mettre la pression sur le pouvoir politique pour mettre en perspective d'autres droits. Et donc là-dessus, il faudra aussi s'attendre à des manifestations avant en tout cas les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors qui dit 800 000 personnes par jour dans les transports en commun franciliens, Mathieu Zagrodzki, j'y arrive, dit pickpocket potentiel ou alors des touristes qui sont des cibles de vol à la tire par exemple. Ça fait partie des enjeux de sécurité majeurs. Oui, complètement, parce que on a parlé de la question de la gestion des flux. Effectivement, les spectateurs sur la Coupe du Monde de rugby ou sur les Jeux Olympiques ne sont pas des gens potentiellement dangereux ou violents. C'est un phénomène. C'est pas les hooligans du football. C'est pas les hooligans de football et de certains clubs de football. En revanche, les spectateurs, les visiteurs comme cible,
Enfin, comme sur toute période touristique, c'est-à-dire que c'est déjà une préoccupation pour la préfecture de police autour de sites comme la Tour Eiffel, autour du Louvre, effectivement les pickpockets, les voleurs à la tire. Et ça, c'est une autre problématique à gérer. Encore une fois, sur le Stade de France et le Real Liverpool, ça a été une problématique. Alors de manière extrêmement violente, puisque les supporters anglais principalement ont été agressés, mais ça a montré aussi ce risque de visiteurs étrangers qui deviennent des cibles, avec toutes les répercussions que ça a pour l'image de la France. Ils le deviennent d'ailleurs potentiellement dans chacune de nos... chaque été, dans les secteurs touristiques. Moi, chez moi, dans le 5e arrondissement, on est particulièrement vigilant sur les secteurs touristiques, Mouffetard, Huchet. Et donc ça se règle aussi par des mises en garde et par des patrouilles de police municipale. Il va falloir que la police municipale, sur ces affaires-là, soit très, très vigilante. Ça, je trouve ça intéressant, parce qu'effectivement, ça pose la question des moyens disponibles. Parce que alors là, vous nous dites police municipale, mais les policiers et gendarmes qui vont être mobilisés par les Jeux Olympiques, est-ce qu'ils seront moins disponibles, je mets des guillemets, pour s'occuper de la petite délinquance ? C'est mathématique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si vous mettez 45 000 personnes, principalement dans l'agglomération parisienne, même s'il y a d'autres sites sur lesquels il va y avoir des événements, il y aura Marseille, il y aura Nantes, il y aura, je crois, une épreuve de tir à Châteauroux. Bon, c'est un petit peu disséminé sur le territoire, même si Bordeaux, voilà. Donc il y a d'autres sites, mais vous concentrez le gros des effectifs dans un endroit, forcément les autres, enfin, ils sont pas déshabillés, mais ils sont quand même moins, on va dire, couverts par les forces de sécurité intérieure, en sachant que ça a lieu en plein été, avec les départs en vacances, la sécurité routière à gérer, avec les maisons qui sont vides et donc cibles de cambriolage. C'est en ce moment même une préoccupation pour les policiers et les gendarmes, c'est la surveillance des maisons vides parce que les gens commencent à partir. Tout ça, ça ne va pas disparaître pendant les JO. Alors là, on est en train de lister tout ce qui peut mal se passer, mais Kevin Vessière, il faut quand même se souvenir de ce que ça représente les Jeux Olympiques en termes de moments de collectif, de joie collective, des premières médailles françaises. Enfin, on connaît à peu près le déroulement d'un événement comme celui-là. Est-ce que toutes les polémiques sont potentiellement balayées dès le premier jour lorsqu'on a une cérémonie d'ouverture qui fonctionne bien? En tout cas, c'est le marqueur, c'est ce qui lance en tout cas l'événement en tant que tel. On a pu le voir aussi notamment par rapport à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où il y a aussi pas mal, même ces deux événements qui sont différents, mais avant en tout cas cette première cérémonie d'ouverture et que les premiers matchs se passaient et qu'après toutes les controverses ont finalement été balayées par l'enjeu sportif, on a vu qu'effectivement si cette cérémonie d'ouverture est réussie et si après effectivement il y a des médailles derrière, ça peut balayer les différentes polémiques. Et puis après, effectivement, si la gestion des supporters, si au niveau des moyens de transport tout se passe pour le mieux, ce sera normalement un événement positif. Et après, ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que sur l'aspect finalement d'infrastructure, on part quand même avec déjà beaucoup d'existants en termes d'infrastructure pour ces Jeux Olympiques-là. Les chantiers sont plus ou moins à l'heure, on va dire finalement. Donc en tout cas, c'est un levier. Est-ce qu'on a été en retard et est-ce qu'on a rattrapé ce retard ? Pour le retard, finalement, il y a pu avoir quelques retards, mais là, pour l'instant, les voyants sont plutôt au vert et effectivement, il n'y avait que très peu de sites à mettre en avant, si ce n'est effectivement le village olympique, le centre nautique olympique à Saint-Denis et puis aussi l'Arena à la Chapelle aussi et Media Center aussi, effectivement. Oui, il y a quelques sites qui ont été confrontés à la pénurie d'acier, notamment, pour tenir le rythme des travaux. Il faut quand même rappeler que l'essentiel des équipements sont déjà existants, ce qui est plutôt la chose très positive objectivement, parce qu'on a toujours tendance à voir le verre à moitié vide, mais ça c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'on a misé sur des sites qui existaient, qu'on a réaménagés, et puis les créations vraiment de sites stricto sensu sont quand même résiduelles par rapport à l'ensemble. Alors c'est ce qui permet d'afficher des jeux plus propres que les précédents. C'est ce qui permet d'afficher des jeux plus propres, et en plus avec des sites qui sont censés, notamment sur le village olympique ou le Media Center, avoir une deuxième vie, ce qui est très très important. C'est comme ça aussi que vous limitez l'empreinte carbone de tout un tas d'aménagements. Donc il faut aussi prendre acte de cet aspect qui est objectivement très positif et qui, à mon avis, est plus important que sur les Jeux
Jeux Olympiques qui ont été organisés précédemment, y compris à Londres ou à Rio ou dans d'autres villes. Bon, il y a eu aussi des fiascos. Hein. La Grèce a mis sur la paille le pays pendant quand même plusieurs quasi-décennies. Hein. Ça veut dire que toutes les grandes infrastructures sportives seront réutilisées par la suite. Il n'y aura pas de, je ne sais plus si on appelle ça des éléphants blancs ou des... Il y aura pas, on appelait ça les éléphants blancs, mais il devrait y en avoir vraiment pas beaucoup parce qu'encore une fois, la création ex nihilo est quand même assez encadrée, quoi. Ouais. La majorité des... beaucoup existent déjà. Votre avis là-dessus? Oui, non, et puis ce qui est intéressant à noter, c'est que ces Jeux Olympiques de Paris, on a pu voir effectivement que les derniers grands événements sportifs internationaux, c'était la Coupe du Monde au Qatar, c'était les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin en Chine. Et donc c'est vrai que les Jeux Olympiques de Paris, ils proposent une autre vision des grands événements sportifs internationaux qui sont effectivement d'avoir cette vision d'héritage et de réutilisation des sites sportifs à l'avenir. Puisqu'on parle des enjeux écologiques autour de ces Jeux Olympiques, je vous propose de terminer avec un dernier thème, celui de la propreté de la Seine. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Hier, la ville de Paris a dévoilé les 3 sites où l'on pourra se baigner après les Jeux Olympiques. Le premier adjoint Emmanuel Grégoire rappelait à quel point les Jeux ont été un accélérateur. Désolé pour la qualité du son, tendez l'oreille. C'est vraiment très chouette. C'est un moment un peu historique de se dire qu'avec l'énergie vraiment conjuguée de l'État, des collectivités territoriales, de tous les partenaires, on a fait en 5 ans ce que d'autres ont connu pendant des dizaines d'années sans prendre à bras le corps. Et ça, on le doit beaucoup aux Jeux Olympiques. Si on n'avait pas eu cet accélérateur, c'est-à-dire cet événement qui crée un alignement de force, sans doute ça aurait pris 15 ans de plus ou 20 ans de plus. Et donc, ça fait partie vraiment des éléments phares de l'héritage JO pour la métropole du Grand Paris. Alors on l'a dit tout à l'heure, hein, ça date de Jacques Chirac, 1988, la promesse de se baigner dans la Seine. 35 ans. Donc 35 ans. Mais vous dites, le coût est quoi? Est faramineux? C'est 1 milliard. Non, mais c'est très cher. C'est 1 milliard 400 millions d'euros. Mais comment ça s'explique? En vous entendant dire ça, pardon de vous interrompre tout à l'heure, je dis... Pourquoi ça coûte aussi cher de rendre la Seine? Enfin, bon, des spécialistes pourront en parler mieux que moi, mais c'est évidemment un sujet extraordinairement complexe. Il a fallu bâtir un immense bassin de rétention du côté d'Austerlitz, donc ça ne se fait pas comme ça. Et puis, il y aura un autre sujet, c'est-à-dire que pour donner envie à tous ceux qui sont sur le plateau d'aller se baigner, je pense qu'il va falloir aussi que... en dehors de ce centre de rétention, on ne voit plus des vélos dans la Seine. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le préfet de région a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour voir quelles seraient les entreprises un peu innovantes qui permettraient, en marge de ce travail de dépollution qui a nécessité des aménagements extrêmement lourds, de ne pas voir les bouteilles en plastique qui ne donnent pas vraiment envie de se baigner, même si d'un autre côté, tous les marqueurs de dépollution sont au bleu. Mais potentiellement, c'est un héritage des Jeux Olympiques. Mais c'est un héritage des Jeux Olympiques, et moi je me félicite que on puisse imaginer se baigner dans la Seine. C'est plutôt positif. Ça veut dire aussi peut-être qu'il y a, vous voyez, des poissons qui vont revenir, des espèces qu'on voyait un peu moins... Qui vont revenir. Et c'est plutôt positif. Bon, on a commencé sur la Seine avec la cérémonie d'ouverture. On y retourne, on boucle ce débat. Comment ça se passe? Je reviens à la cérémonie d'ouverture, Mathieu Zagrodzki, parce qu'il n'y a pas de répétition possible. Comment ça va se passer, ça? Alors c'est de l'anticipation, on se base aussi alors sur le vécu parce que oui, c'est sans précédent le fait que ce soit sur un fleuve, mais après qu'il y ait des événements de voie publique, des parades, ce genre de choses, on a l'habitude. Ouais. Et donc on met en place un dispositif évidemment hors norme parce que c'est un événement hors norme. Il y a une question que je vous ai pas posée, mais je voudrais quand même terminer là-dessus, Kevin Vessière. Il y a un enjeu sportif. La France, elle se classe à quel niveau en général Elle est dans le top 10 mondial, on va dire, avec et là, on vise quoi 30 et 40 médailles. Ouais. Après, je crois que Emmanuel Macron avait voulu 80 médailles, mais il faudra plus attendre peut-être un effet Jeux Olympiques avec 60 médailles. Ouais. Mais ce sera compliqué d'atteindre les 80 médailles parce que ça reste du sportif et c'est pas en claquant des doigts qu'on va avoir les performances si derrière il n'y a pas eu... Mais en général, il y a un effet pour les pays organisateurs? Oui, il y a un effet en tout cas, notamment pour les JO de Londres.
Londres, il y avait eu un effet avec plus de 60 médailles et la 3e place au niveau du tableau des médailles. Donc c'est de bon augure. Après, on verra. De toute façon, il n'y a que sur le terrain, en tout cas, que ça, on en est tous sûrs. Et on sera devant notre télévision ou dans les stades pour ceux qui ont réussi à acheter des places, ce qui n'était pas si simple. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle le titre de votre livre, Kevin Vessière, Mondial, 22 histoires insolites sur la Coupe du Monde de football, publié chez Max Milo Édition. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sens Public. Je vous donne rendez-vous demain, évidemment. Vous pouvez également nous retrouver sur la plateforme publicsénat.fr. Et puis l'invité d'Oriane Mancini dans la matinale. Demain, vous voyez son visage s'afficher. Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national. Bonne soirée.